Alors, il y a eu 4 études. Nos 3 débatteurs les ont écoutées et travaillées durant le week-end. Donc, avant de s'interroger sur les retraites, le bonus-malus, etc., peut-être une réaction sur la première étude qui a été présentée, c'est-à-dire les défauts de lisibilité et puis la question de la gouvernance. Quel modèle de gouvernance? Moi, j'ai bien vu à la fin, en fait, il y avait 2 modèles qui étaient présentés, et donc c'est presque philosophique. Est-ce qu'il faut un modèle de gouvernance, un modèle de délégation ou de libre administration? Quel est, selon vous, en fait, finalement, le meilleur des 2? Jean-Luc Tavernier. Bon, j'ai pas, mais je voudrais d'abord dire, on a vachement bossé, parce que vous avez vu, les papiers sont denses. Et alors moi je trouve que le premier papier est admirable. Je suis d'accord sur presque tout. Ça n'arrive pas toujours. Je suis d'accord complètement avec les papiers. Mais je réponds pas à la question, mais je voudrais vraiment insister sur ce fait que la question quel est le sous-secteur des administrations publiques, État, Sécu, collectivité locale, qui est responsable du déficit, elle n'a vraiment de sens que si on est dans un environnement où ces acteurs sont effectivement responsables de leur gestion, de leurs recettes et de leurs dépenses. Et je pense que ce qui a présidé il y a longtemps, je suis vieux, mais pas tant que ça, pas assez pour savoir à quel moment on a décidé, dans les règles internationales, dans les règlements européens, de mettre, en plus d'une obligation de reporter sur le déficit public, de faire la partition entre ces 3 sous-secteurs. Mais je pense que ce qui a présidé à cette décision, c'est bien de considérer que c'est des acteurs publics qui ont chacun leur responsabilité. À partir du moment où les choses sont, comme ça a été très bien expliqué par Octave et Ilia, c'est ça, il y a des transferts dans tous les sens, il y a des compensations de décisions, l'État décide de baisser la taxe d'habitation, l'État décide de baisser les cotisations patronales, ça peut être de bonnes ou de mauvaises raisons, j'ai une idée différente sur les 2 sujets, mais passons, où il y a des transferts de compétences, où la logique de contributivité même des retraites est affaiblie, ce que vous avez dit tous les 2. Il n'y a plus du tout le même sens à répartir ce déficit entre sous-secteurs. Alors, je vais quand même dire, parce que c'est des règles internationales, que c'est peut-être notre génie particulier de mettre toute cette brume, cette opacité, et que l'État décide pour les autres, etc. Je ne suis pas sûr que les Länder allemands n'aient pas gardé une énorme autonomie, etc., etc. Donc peut-être que dans les autres pays, cette logique-là n'est pas aussi affaiblie, mais dans la nôtre, elle l'est. Et donc effectivement, ça pose, du coup j'y arrive, la question de la délégation de compétences. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une cote mal taillée. Je ne sais pas s'il y a je pense pas qu'il y ait de réponse absolue à votre question sur le choix entre les 2 modes de délégation. Sandrine Duchesne. Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation. Je voudrais aussi féliciter les auteurs, tous les auteurs, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire les papiers ce week-end. Peut-être, moi, je voudrais, avant de me lancer dans la réponse, quand même clarifier, enfin, m'assurer qu'on est tous bien d'accord. La situation des finances publiques aujourd'hui, elle n'est pas uniquement liée à un sujet de pureté du modèle ou de répartition des compétences. Qu'on soit bien d'accord, elle est liée quand même à pas mal d'autres facteurs. Et donc, et je pense qu'au cours des années récentes, au-delà de la glissade budgétaire, je pense qu'il y a un vrai sujet quand même de rapport à l'efficacité des services publics, de retisser le lien entre les citoyens et la confiance qu'ils peuvent avoir dans les services publics. Et ce papier 1, je trouve qu'il s'inscrit là-dedans. Alors, moi, je suis peut-être moins d'accord que Jean-Luc avec les conclusions. J'ai peut-être un peu plus de nuances. Je suis d'accord sur l'illisibilité. Pour la petite histoire, il faut se rappeler que, par exemple, les transferts de fiscalité, la fiscalité affectée, ça a été inventé à peu près au moment où on a mis en place la norme budgétaire, la norme de dépenses sur l'État.
Et à un moment donné, il a fallu sortir les dépenses qui avaient une dynamique propre. Je pense par exemple aux dépenses sociales, au RSA. Et donc, il y a eu aussi, on a une forme de génie inventif sur la tuyauterie budgétaire. Il y a eu, à un moment donné, la bonne idée qui était de transférer les dépenses, de sortir la compensation de la dépense budgétaire et de mettre une recette. Et vogue la galère, la compensation était instantanée à l'instant du transfert, et ensuite, évidemment, la nature étant ce qu'elle est, les choses évoluaient différemment. Et donc ça pollue, c'est vrai, les relations État-collectivité locale, État-Sécu depuis 25 ans. Pour autant, j'irais même d'ailleurs un peu plus loin sur l'illisibilité, c'est-à-dire que vous avez parlé de principal agent. Il y a des politiques publiques où le donneur d'ordre n'est pas le payeur, n'est pas l'opérateur. Je vais prendre 2 exemples. Le RSA, les critères sont fixés nationalement. C'est financé par les départements, c'est opéré par les CAF. La prestation de compensation du handicap est aussi une prestation sociale dont les paramètres sont fixés nationalement. Elle est opérée par les départements et les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées. Elle est financée par l'ONDAM. Donc, je viens peut-être à mon point de dissent, qui est que moi, je suis d'accord avec les principes, mais je pense vraiment que la pureté, elle est loin. Et donc, je me méfie des jardins à la française. Sur la Sécu, notamment, si je réponds en 2 mots, il me semble que l'autonomie de la Sécu, des partenaires sociaux ou autres, c'est plus le sujet. Aujourd'hui, la Sécu, les paramètres sont quand même fixés par l'État et votés au Parlement. Depuis 30 ans, on a des PLFSS, des lois de financement de la sécurité sociale, et j'ai envie de dire heureusement qu'une partie du débat sur la sécurité sociale passe au Parlement. On a une autonomie de gestion des caisses, mais qui est réelle. Je veux dire, allez voir la CNAM, la maîtrise du risque à la CNAM, c'est pas un 20 mots. Donc la façon dont la CNAM appréhende son rôle dans la maîtrise de la dépense est vraiment très intéressante, mais les autres caisses également. Et enfin, il y a une autonomie financière qu'on oublie parfois, c'est que la Sécu, elle n'est pas financée par, je pense, le financement de la trésorerie de la dette. Elle n'émarge pas au budget de l'État ou à l'agence France Trésor. Elle a été contingentée, il y a 30 ans, par des mécanismes de type caisse d'amortissement de la dette sociale. Et la trésorerie de la sécurité sociale est aujourd'hui gérée à la COS. Donc, enfin, depuis toujours. Mais voilà, on a cette identité forte. Et moi, je pense qu'on peut faire avec. C'est-à-dire, on peut trouver les voies et moyens du redressement des comptes sans aller re-questionner le sujet de l'assurance ou de l'universalité. Parce qu'au fond, ces choses-là sont très imbriquées. Et pour finir, deux exemples. En retraite, il y a évidemment la contributivité, mais il y a beaucoup d'aspects non contributifs dans l'assurance retraite. Et 2, il y a... je trouve que sur aussi la famille, par exemple, on peut dire qu'il faut que la famille soit financée uniquement par les impôts, mais au fond, il n'est pas illogique que les employeurs cotisent aussi à l'assurance famille, alors parce que c'était historique, mais aussi parce qu'une partie des prestations famille viennent financer la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, dont les entreprises bénéficient largement. Donc tout ça est très imbriqué, pardon si j'ai été longue. Donc moi, en fait, je dirais, gardons le truc tel qu'il est, en tout cas sur la Sécu, essayons de faire au mieux. Donc dans les retraites, l'assurance maladie, on pourra en parler, et puis la famille, peut-être, voyons ce qu'on peut faire des excédents accumulés de la branche famille pour essayer aussi d'en faire quelque chose. Ludovic ? Merci beaucoup de l'invitation, et je savais que non seulement j'allais lire beaucoup en apprenant les papiers, et je suis désolé si vous avez dit des choses plus intéressantes que ce qu'il y avait dans les papiers parce que je n'ai pas pu assister, mais je savais aussi que d'être avec ces deux-là, j'allais apprendre des trucs, et donc
Je trouve que ce que Sandrine pose ici, c'est aussi hyper important parce que moi, quand j'ai lu les papiers, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je peux apporter à ce débat avec deux gourous, parce que moi, j'ai commencé Piu Piu quand eux étaient déjà. Et donc je me suis dit non mais ouais, bah maintenant, tu vois, je suis invité, alors je me dis mince, ça y est, je suis senior. Donc il va falloir que je pense à ma retraite parce que ça commence maintenant. J'ai pensé à deux choses. La première, c'est des papiers qui arrivent à point nommé juste avant les présidentielles, parce que en fait, personne se pose vraiment la question des messages politiques derrière. Mais moi, je trouve que vous donnez plein de pistes. J'espère qu'il y a des gens qui vont s'intéresser à ça. Sur l'aléa systémique morale des finances publiques, ou cette idée de qui contrôle le déficit. Je trouve que c'est génial parce que personne n'en parle. Et après, on peut mettre des choses très doctrinales. Enfin, ce que dit Sandrine est très intéressant. C'est les entreprises bénéficient de ça. Est-ce qu'elles doivent être aussi, est-ce qu'elles doivent prendre part, ou est-ce qu'on regarde ça vraiment comme un compte public et on regarde pas? Donc moi, je me suis dit, la lisibilité de la matrice de transition, elle doit être en annexe du PLF. Ça, s'il faisait déjà ça. Si quelqu'un peut appeler David Amiel à lui demander, déjà pour ce budget-là, ce serait déjà pas mal. Parce qu'au moins, on discuterait sur des bases saines, et après, on peut discuter de ce qui est. Voilà. Je trouve que, quand même, sur la Sécu, il faut une règle d'or à un moment donné sur la partie contributive. Ouais, mais elle n'est pas binding, comme disent les Français mal. Et donc, moi, je pense que ça, c'était pas mal. Je trouvais ça intéressant. Sur les collectivités locales, alors, je vais faire mon teuton 2 minutes, mais. Cette histoire de capacité ou d'autonomie réelle, moi, me fascine, quoi. C'est-à-dire que je trouve que moi, je me rappelle très bien quand on a mis le pouvoir aux régions, on leur a donné l'économie et l'emploi, mais personne ne sait ce que font les régions aujourd'hui. Tu parlais du RSA avec les départements ou les collectivités. Il y a vraiment un truc à revoir complètement ici. Je pense que moi, je sais plus, c'était Philippe Aghion qui avait dit ça à un moment donné. Il avait dit, si on gelait maintenant l'argent qu'on donnait à toutes les collectivités, on voit ce qui survit pas. Alors ça, c'est la version prix Nobel. Moi, j'ai une version, tu vois, beaucoup plus terre à terre. Je me dis, bon, est-ce qu'on peut faire une quote-part, tu vois, des dépenses, des recettes, et puis les attribuer? On était, pour quelques-uns d'entre nous, autour de cette erreur de prévision du déficit public qui était de l'ordre de 30%, et la moitié du truc, c'était quand même les collectivités locales et le fait qu'on ne savait pas trop ce qu'il y avait dans les dotations. Donc ça, je pense que c'est assez important comme sujet. Après... moi, il y avait des choses que j'aurais aimé en savoir davantage. Je ne sais pas si c'est le moment, mais par exemple, les histoires de décrochage cumulé entre dépenses de RSA et la compensation de la TIPP, je trouve que moi, j'aimerais bien vraiment savoir ce qu'il en est au final, quoi. Parce que la Cour des comptes, vous avez dit que c'est 3,5 milliards à charge des départements, je crois, mais ouais, c'est ça. Donc comparer le ratio d'autonomie fiscale entre les pays, et notamment, encore une fois, en tant que Germain, c'est pas bien l'Allemagne pour financer le nucléaire, mais c'est très bien pour financer les dépenses sociales en local, par exemple. Tu vois, il y a des trucs, il y a des côtés un peu sympas. Ils ont des impôts locaux. Quand on repart les impôts de production, au fait, c'est un truc qui a un gros sujet. Il faut toujours comparer à périmètre comparable. Et entre l'Allemagne et la France, les gens oublient toujours les taxes un peu très locales qu'il y a sur la production en Allemagne. Donc ça fait partie de ces sujets d'autonomie, de discrétion budgétaire réelle. Et le troisième, c'était combien on attend, parce que c'était un peu la question de Sandrine aussi derrière, c'est combien on attend de la clarification des transferts État-Sécu. C'est quoi l'effet net sur les finances publiques? Est-ce que quelqu'un a une idée de ça? Le jour où tu clarifies ça, est-ce qu'on arrive à avoir vraiment un effet net? Parce que si c'est juste de réduire pour réduire, c'est un peu naze, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait après de cette réduction? Ça, c'est les trucs qui m'intéressent. Mais moi, je trouvais que le papier était fascinant. J'espère qu'il va être lu. Il faut en faire un... Le problème, c'est qu'il faudra en faire des TikTok, quoi. Parce que c'est le seul truc... L'attention d'une mouche, il faut en faire une version très... voilà. J'espère qu'ils vont vous écouter. Mais moi, j'ai trouvé ça super. Et pour répondre à ta question, moi, je suis pour davantage d'autonomie des collectivités locales. Ça serait mon choix si je devais choisir. Je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. Un mot sur l'autonomie des collectivités locales, parce qu'il faut aussi qu'on fasse notre introspection. Hein. Regardez la prestation dépendance, elle a été décentralisée, c'est aux collectivités locales de décider. Et quelques années après, quand on constate que les départements n'ont pas le même barème, on est dans un pays où on s'indigne. Ah, quoi, ce n'est pas le même pays, le barème d'un département à l'autre. Et on reprend une mesure nationale. Donc, à un moment donné, il faut qu'on choisisse et qu'on s'interroge nous-mêmes. Alors, et ça en vient à mon point, parce que il faut lire le papier, il est intéressant. Et puis, c'est la bonne réponse aux préoccupations de notre ami Jean-Pascal Beaufret. Au passage, je signale que vous ne proposez pas de substituer à la partition
État, asso, collectivité locale, une autre partition qui serait de dire quel est dans le déficit public le déficit des retraites, parce qu'effectivement ça n'a pas de sens et je me suis battu au co avec Beaufray sur ce sujet-là. Mais réfléchissez un peu, hein, ça pose la question des retraites de l'État. Si on considère qu'il y a quelqu'un qui a une autonomie de gestion sur l'ensemble des retraites, à ce moment-là, avec des recettes et des dépenses affectées, on dit il faut mesurer un déficit des retraites. Si on considère que les administrations de sécurité sociale sont responsables d'un côté et l'État de l'autre, il est logique que les retraites de l'État soient... Mais on est entre les deux, et donc... il faut sortir de ça par le haut. Ce qui compte quand on fait des comparaisons internationales, c'est pas de se dire qu'on va répartir le déficit et le segmenter en 17 parties. C'est quelle est dans nos finances publiques les dépenses qui sont plus élevées qu'ailleurs. Est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'on y est prêt à y mettre l'effort correspondant? Et les dépenses qui sont plus élevées qu'ailleurs, massivement, à part vis-à-vis de l'Italie, c'est les retraites. Bon, voilà, c'est comme ça. Et c'est en ça que Beaufray soulève une vraie question. Mais non, donc j'en étais à, quand même, parce que j'aurais fait beaucoup de compliments, mais les deux auteurs, les deux qui nous ont présenté, et leurs deux co-auteurs, Antoine et Laurent, ils n'ont pas répondu à la question qui est responsable du déficit public. Vous avez répondu? Je crois pas, hein. Donc moi, je vais vous dire, hein, c'est nous tous. Non, c'est pas l'ensemble vide, c'est nous tous. Alors, pas vous, ici, qui est avisé et rationnel. Mais c'est l'essentiel des Français qui ont une appétence pour la couverture des risques, qui est sans commune mesure avec leur appétence pour le prélèvement, pour le financer, cette couverture des risques. Donc, tant qu'on en est là et qu'on ne dit pas cette vérité-là, voilà, c'est nous tous qui sommes responsables du déficit et les politiques qui pensent que les Français raisonnent comme ça, même si certains ne raisonnent pas comme ça. Je suis pas tout à fait d'accord. Oui, alors on peut pas être d'accord complètement avec ce que j'entends. Non, faites le débat, c'est pas. C'est un peu l'objet, on sait. Il faut quand même se rappeler. De toute façon, elle m'a dit au début, je serais pas d'accord avec toi. Un temps où la Sécu était à l'équilibre, qui n'est pas si lointain puisque c'était 2019, et il y a eu au cours de la décennie 2010. Toute majorité confondue d'ailleurs, un lent mouvement de rétablissement. Je parle des comptes sociaux. Et donc, moi, je ne crois pas que les Français soient par nature dispendieux et ne soient pas attachés justement aux conditions de la pérennité du système social. Et c'est vrai que quand on va, moi je suis à la chambre sociale à la Cour, quand on va au Parlement, on a énormément de questions sur les voies et moyens du rétablissement de l'équilibre. Je pense que le déséquilibre actuel, si je vais être un peu taquine hein, quand même, il résulte aussi d'un certain nombre de décisions. Sur l'assurance maladie, 13 milliards de Ségur de la santé. Oui, mais non financés. Non financé, puisqu'il y a, donc oui, non financé. Et deux, sur les allégements de charges, je te posais la question, est-ce qu'il y a des estimations sur la Sécu? Nous, on a estimé que le déficit de compensation, parce que c'est magique aussi, la TVA, ça sert à tout. Donc, on l'a mise aux collectivités locales, et puis on en a mis des petits bouts à la Sécu dans les années 2010, puis en 2019, on en a mis un gros bout. Donc évidemment, la dynamique de la TVA sur les années récentes face à la dynamique des allègements sous l'effet des hausses du SMIC, ça a divergé. Et nous, on estimait l'année dernière environ 5 milliards le déficit de compensation. Donc ça va vite. Tu parles de l'équilibre, ça va vite. Oui. Avec la TVA à la Sécu, ton déficit public ne change pas. Oui, non, mais je parle finalement vu de la Sécu. Le déficit qui est apparu au cours des années récentes, il n'est pas que dû à la dérive des dépenses. Qui a d'ailleurs, si vous regardez un peu les évolutions et les lois de financement qui ont été votées, il y a eu beaucoup de mesures de recettes en 2024, 2025 et 2026. Et donc, sur la Sécu, il y a vraiment une histoire de niveau et d'évolution. Moi, je pense qu'on est capable de tenir une dépense à peu près au rythme du PIB, et donc de tenir les conditions de l'équilibre durablement. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a pris une marche. On est d'accord ou pas hein, avec les raisons de l'apparition de ce déficit, et c'est ça qui, aujourd'hui, fait qu'on a un déficit. Et donc, je pense que voilà, c'est pas un déficit de toute éternité.
J'en profite. Donner à chacun un quitus social, ça fait sens pour leur faire comprendre pour ta responsabilisation. Est-ce que ça fait sens de leur donner un quitus social aux gens, aux citoyens, à différents niveaux de leur vie, pour savoir combien ils reçoivent, combien ils contribuent? Parce que c'est un gros sujet, tu vois. Il y a l'histoire, c'est pas l'histoire Philippe Aghion cette fois-ci, je n'attaquerai pas Philippe Aghion, parce que sinon. Mais il y a cette histoire aussi, on donne le salaire brut en début de mois, et puis après on enlève les ponctions au 15, et on voit qui va dans la rue, qui va pas dans la rue. Mais il y a, non, mais parce qu'il y a une histoire sur la responsabilité. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est le Parlement qui prend pas sa responsabilité. Les mecs, ils ont voté quand même plein de baisses de dépenses et puis après de recettes, pardon. Et puis après, ils s'étonnent qu'il y ait un truc pas financé. Mais je me demande si sur le quitus social, les Français ont conscience de ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils donnent. Moi, j'aime pas la notion de je paye et je reçois. Je pense qu'il y a quand même une idée fondamentale derrière la Sécu qui est la solidarité à un moment donné, entre les générations. En revanche, je suis pour ce que commence à faire la CNAM, c'est-à-dire de donner le vrai coût aux gens d'une hospitalisation, d'un recours aux soins, même pour les actes qui sont quasiment gratuits. Je pense qu'il faut qu'on ait quand même une notion de ce que ça coûte. Donc c'est à la fois plus de lisibilité, plus de transparence. Oui, pour moi, oui. Beaucoup. Je crains que ça ne suffise pas, mais bon, pourquoi pas? Non, mais il faut des mesures, on peut en parler, mais il faut des mesures derrière, bien sûr. On l'a vu, en fait, ces dernières années, avec les défauts de prévision sur certaines recettes fiscales. On a parlé de la CDHR, mais on aurait pu parler aussi de la taxe sur les profits exceptionnels des énergéticiens. Est-ce qu'il y a un problème, en fait, de calcul, la prévision de recettes, et est-ce que du coup c'est de plus en plus difficile en fait d'établir les projets de loi de finances en ce sens? Moi je crois pas, il y a toujours tout ce débat de l'élasticité des recettes là, mais en fait au final c'est toujours c'est-à-dire que c'est un peu un truc qu'on a intégré de long terme, c'est-à-dire il n'y a pas de surprise. En revanche, quand vous passez des baisses de recettes et que vous êtes surpris qu'il n'y en ait plus assez au final, bon, ça se voit quand même. Si vous faites 2 points de baisse des recettes et que vous avez 2 points de déficit en plus, il ne faut pas avoir fait de grandes études pour se dire qu'il y avait peut-être un sujet. Donc sur la CDHR, moi je pense que c'est un peu... J'ai bien aimé le papier, je ne sais pas qui l'a fait, mais voilà, ils sont là, bravo. La vraie question, c'est, bon, je pense que vu tout ce qu'on a à financer, il va falloir la rendre permanente. C'est un peu la vignette de Mitterrand, quoi. C'est un peu quand je vous lis, quand je regarde l'ensemble, c'est-à-dire si je regarde l'évolution totale des recettes, IS, PFU hier, et je me dis la CDHR, on en a bien besoin quand même. Donc ça serait un peu bête de la débrancher tout de suite. Après, j'ai un sujet, mais c'est un sujet plus fondamental pour moi, c'est cette histoire de taxation du travail, taxation du capital, et le fait que le capital passe les frontières, le travail ne le passe pas. On a depuis tout le temps mis beaucoup de taxes sur le travail. Quand vous êtes assujetti aussi à la contribution des hauts revenus, vous vous dites, franchement, vous faites un peu avoir, et parce qu'il y a peut-être d'autres formes de patrimoine qui sont sous-taxées en France. Bon. Donc ça, c'est un peu le truc que je mettrais en regard. Je crois que vous en parlez assez bien sur le mécanisme Fetchang et tout ça. Encore une fois, je me disais sur tout ce qui est contribution des hauts revenus, je pense qu'on va avoir quand même un sujet de... Je crois que je ne sais plus quels sont les centièmes qui sont problématiques chez vous sur la bonification de la prime d'activité, parce qu'il y avait aussi... vous aviez un truc de progressivité qui n'était pas net, il y avait des effets de seuil un peu dans tous les sens. Et donc ça, je me demande si les gens s'y intéressent à ça. Mais c'était plutôt un truc un peu technique. Alors j'avais noté un truc, mais je vous le ferai passer. Il y avait un truc que je ne comprenais pas, il y avait un graphique que je ne comprenais pas. Mais voilà, donc moi, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas la rendre permanente, cette contribution? Sandrine Duchesne. Alors sur les prévisions, il y a eu tellement de travaux que ne manque pas d'analyse et de commission parlementaire. Moi, mon sentiment, c'est effectivement que quand on regarde l'élasticité très macro, finalement, ça a beaucoup... on a un cycle qui est très, très accentué par rapport à d'habitude, mais qu'au final... voilà, on se retrouve à peu près à 1 depuis la sortie de la crise Covid en moyenne. Donc ça, voilà, il y a quand même eu des erreurs de prévision année après année, mais globalement, je ne suis pas sûre
que les moteurs de prévision des recettes fiscales soient si dysfonctionnels que ça. Il y a eu des travaux sur la TVA qui peut-être est un sujet, mais a priori, voilà. Et par contre, ce qui s'est passé renvoie quand même aux erreurs de prévision macroéconomique, de composition de la croissance sur les années de sortie de crise, où on voit bien qu'elles sont vraiment très importantes et le fait de se tromper sur la macro peut vous envoyer quand même largement dans le décor sur les recettes. Je dirais Alors ça renvoie à la première étude du dépôt d'après-midi où finalement vous nous disiez que à court terme, non, il n'y avait pas tellement d'erreurs de prévision de croissance. Pas sur la croissance, mais sur la composition. Sur la composition, d'accord. Oui. Alors, spontanément, on a fait des prévisions de recettes fiscales dans des vies antérieures, ce qui nous conduit à une certaine humilité. On est aussi, toi tu y es encore, membre du Haut Conseil des finances publiques. Moi, j'y étais pendant 12 ans, ce qui conduit aussi à une certaine humilité, parce que Eric a dit qu'on avait vu quelques points. Mais enfin, on n'a pas dit massivement, il y a une énorme sous-estimation du déficit public. Donc, il faut être un peu humble. Alors, moi, sur l'histoire de 2023-2024, de toute façon, j'ai été auditionné par des commissions, etc. Il y a un problème de design de la contribution de la rente inframarginale, ça, il y a une erreur qu'on n'a pas vue. Un petit problème d'une entreprise qui a fait beaucoup de profits et dont on n'a pas vu qu'elle était sous déficit reportable. Elle produit de l'électricité, bon. Et un problème, on l'a dit, de composition de la croissance ou moins de consommation. Surprise pour tous les conjoncturistes de la place, hein, sur une nouvelle hausse du taux d'épargne qui a conduit à moins de fiscalité indirecte. Et pour le reste, il y a quand même des difficultés intrinsèques à prévoir la TVA et l'impôt sur les sociétés. Et donc, moi, ma position constante, c'est de dire, quand on est au Conseil des finances publiques, on a tout un éventail de prévisionnistes qui font de la macro. On en a très peu qui font des finances publiques. Il y en a un dans cette salle, c'est à peu près qui essaie de prévoir de l'impôt direct, c'est à peu près le seul que je connais. Et donc, ma position constante est inciter les entités comme l'IPP et d'autres aussi, pourquoi pas, à faire des prévisions de TVA, d'impôt sur les sociétés, s'y frotter, voir que c'est pas si facile, et donner la possibilité au Conseil des finances publiques de pouvoir avoir de l'information qui soit une information tierce par rapport à celle des services de l'État. Et ça, c'est indispensable, mais objectivement, je suis à peu près sûr que les prévisions de TVA et d'impôt sur les sociétés, ça va rester quelque chose d'un peu compliqué durablement, surtout l'IS. Alors, la question de la sous-indexation des retraites, c'est un sujet politique explosif. Et qui va évidemment revenir sur le devant de la scène sans doute dès l'automne prochain. Je voudrais avoir déjà votre regard sur ce qui a été présenté et sur la conclusion qui était aussi, c'est une mesure qui ne peut être que partielle aussi. Et ça, c'était assez intéressant. Ludovic. Alors, c'était le papier le plus ardu quand même, on peut en le dire ou pas. Enfin, c'est un peu rude pour moi les retraites, mais c'est parce que je pense que je fais un refus d'obstacle. J'ai été surpris par le résultat contre-intuitif sur la régressivité de la sous-indexation en partie. Pourquoi ? Parce que ça a l'air d'être un peu l'alpha et l'oméga et tout ça. Mais donc, ce que je trouve qui est intéressant, c'est sur le paramètre un peu invisible, là, le taux d'annuité, ça c'est quelque chose qui moi m'intéresse parce que j'aimerais bien qu'on fasse plein d'études de sensitivité sur ces trucs-là, ce que le corps fait pas aujourd'hui, ou du moins je l'ai pas vu. Non. Et donc ça, moi, ça m'intéresserait. Rendre ce taux d'annuité visible, c'était un peu le sujet. L'autre truc, c'était sur sous-indexer les pensions sans ajuster le niveau initial à la liquidation. Ça corrige la trajectoire, mais ça corrige pas l'atterrissage. Si vous pouvez faire passer ce message-là aussi à ceux qui en parlent sans avoir vu ça, je pense que c'est un vrai point. Sur il y a aussi sur les retraites quand même cette obsession suédoise. Et je trouvais que c'était assez intéressant dans le papier, par exemple, moi j'essaie de comprendre toujours les autres modèles qui marchent, parce que comme vous le savez peut-être, il y a une énorme réforme des retraites aussi en Allemagne, et donc il y a l'effet bazooka en Allemagne. Ils veulent dire, si une génération par exemple absorbait complètement toutes les contributions qui auraient dû être faites par ceux qui veulent passer à un système par capitalisation, donc c'est un peu la réforme comme les Scandis. Et donc je me pose toujours la question, quand on a ces bonnes idées en France sur les sous-indexations, etc., ce que ça a fait dans d'autres pays et qui n'a pas marché.
Parce que ça, comme ils sont intéressés toujours par les pays où les choses ont marché sans avoir les reins pour que ça fonctionne, il faut peut-être leur dire aussi s'il y a d'autres endroits où on a essayé ça et ça n'a pas été un succès, ça serait pas mal. Et voilà, et donc je pense qu'il y a... Enfin, pour moi, c'était... encore une fois, c'était le papier où je trouvais que j'ai appris des trucs parce que ce débat des retraites est devenu tellement compliqué que dès qu'on bouge quelque chose, on voit rien. Et donc c'est pour ça, encore une fois, si on pouvait faire plus sur le taux d'annuité, ça serait super. Oui. Sandrine Duchesne. Oui, moi je voulais aussi vraiment dire que j'avais beaucoup apprécié le papier parce qu'il permet de reprendre du champ par rapport au débat qui est quand même là devenu totalement incompréhensible et qui, à mon avis, n'est pas sur les bons sujets. Et alors, j'étais, moi, particulièrement contente de retrouver un truc qui m'a parlé. C'est qu'au fond, un système de retraite se pilote à long terme et qu'au fond, les paramètres importants du pilotage sont en gros deux, la productivité et la démographie. Et dans la démographie, on a l'allongement de l'espérance de vie, on a les effets du baby-boom et on a quelque chose qui est nouveau. Moi, j'avais pas mal travaillé sur la réforme de 2013 et on l'avait pas, la baisse de la natalité à l'époque, et donc ça introduit un facteur supplémentaire. Je me rappelle qu'au moment de la réforme de 2013, d'ailleurs, on avait demandé à Daniel Cohen, et je pense que Didier, tu faisais aussi partie du premier rapport qui avait été commandé sur vraiment les questions d'articulation macroéconomique avec l'équilibre des systèmes de retraite. Et vous aviez bien expliqué quelque chose qu'on a un peu perdu de vue, qui est que quand même un système de retraite en régime stationnaire, il fonctionne si tous les paramètres sont indexés sur les salaires / la productivité. Donc, ça veut dire les pensions, les salaires portés au compte, etc. Vous aviez montré à l'époque que le fait d'indexer les pensions et les salaires portés au compte avait introduit finalement potentiellement un déséquilibre fondamental dans le système. Et notamment à l'époque, vous aviez pointé le fait que quand on fait ça sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, il y a un sujet qui émerge, qui est quand même la paupérisation relative des vieux retraités. Et donc, à l'époque, ce sujet avait été mis en évidence et il me semble qu'on avait travaillé, ça n'était pas sorti, mais on avait travaillé à l'idée de réindexer progressivement tous les paramètres du système sur les salaires, alors en une génération, en 25 ans. C'était la grande idée de Daniel, je me rappelle, qui poussait beaucoup ça. Ça s'est pas fait, mais en tout cas, moi, j'ai retrouvé dans ce papier quelque chose qui m'a parlé, c'est-à-dire sur ce qui fait les conditions fondamentales de stabilité ou d'instabilité d'un régime de retraite à long terme. Alors ensuite vient le sujet de la désindexation. Donc là, c'est juste voilà le sujet chiffon rouge par excellence. Moi, je trouve que la seule bonne façon de le faire, de prendre le sujet, c'est celle que vous retenez, c'est l'approche générationnelle. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, une réforme des retraites ou un aménagement du système de retraite ne peut pas se faire sans une approche générationnelle puissamment étayée. Et donc vraiment, moi, je vous remercie de montrer des graphiques qui montrent sur les différents leviers actionnables ce que cela donne. Et je pense vraiment qu'il faut que vous populariser cette étude. Je me suis demandé si sur le taux d'annuité, vous aviez fait les calculs par génération et que vous aviez des trucs tellement horribles que vous ne vouliez pas les montrer. Mais en tout cas, on attend de voir les résultats parce que c'est absolument fondamental pour la suite. Et donc, ça montre que la sous-indexation, il ne faut pas la prendre comme un sujet budgétaire d'économie à court terme. Il faut l'englober dans une vision de long terme de l'évolution du régime. Et je pense qu'il faut donner à voir une trajectoire longue, à 10 ans, à 20 ans, pour que les gens puissent se positionner. Le drame aujourd'hui de la retraite, c'est le court-termisme, et ça a été quand même aussi
je pense, accentuée depuis la réforme des retraites de 2023. Tout le monde est polarisé sur le sujet de l'âge et personne n'arrive à sortir du débat. Donc je vous remercie vraiment de cette contribution qui me paraît vraiment d'une grande intelligence et qui, je l'espère, fera mouche dans le débat. Alors, j'ai plein de choses à dire. Il y a énormément de virtuosité dans le papier, c'est indéniable. Pour autant, moi, je vais faire pas mal de commentaires un peu en décalage. Je reviens à l'indexation des retraites. Je prends l'exemple de... il y en a dans la salle qui ont sans doute déjà entendu raconter cette histoire. Donc, 1er janvier 2024, je crois que c'est 5,3% pour les retraites de base, un peu moins pour 5% pour Agir Carco. Donc tous les retraités ont eu en gros 5% en 2024. Ça a coûté quoi, 15 milliards de mémoire, quelque chose comme ça? Une quinzaine de milliards, oui. Voilà. On a montré, nous, à l'époque, à l'INSEE, avec les données de la Banque Postale, que 75% étaient épargnés. C'est pas, Michel, 75% depuis le Covid, c'est 75% de cette hausse des retraites en janvier qu'on a retrouvé dans le supplément de compte à la Banque Postale. Et je pense que le reste a été filé aux enfants. On peut filer directement l'argent aux enfants plutôt qu'aux grands-parents, aux parents, je trouve. Mais bon. Et les retraités n'ont pas voté pour le parti qui avait pris cette mesure. Et quand la Banque de France interroge, comme elle le fait chaque année, les gens sur quelle est leur sensation d'évolution du pouvoir d'achat en 2024, tout le monde a dit, comme toujours, qu'il avait perdu le pouvoir d'achat. Les seniors encore plus que les autres. Ils avaient tous eu 5%, c'est indéniable. On peut se demander parfois, mais là, c'est indéniable. Donc échec total. Comme lose, je vois pas mieux. Franchement, je vois pas mieux. Et alors moi, je voudrais, Patrick, tu nous appelais à élargir le débat, mais moi, faut pas rester dans le couloir des nages, couloir de nage de la retraite. La désindexation, c'est une mesure de rééquilibrage des finances publiques qui doit se comparer à 100 000 autres qui permettent de rééquilibrer les finances publiques. C'est pas uniquement un équilibre du régime de retraite stricto sensu. Prenez le cas de l'État, où les retraités fonctionnaires ont tous eu l'indexation sur les prix, alors que le point de la fonction publique n'a pas évolué depuis longtemps, qu'on a de moins en moins de mesures catégorielles. Et donc, moi, j'ai un très bon ami qui est proche de la retraite, qui a travaillé longtemps dans sa vie, qui a saturé sa surcote, et qui se dit que plutôt que de continuer à travailler, même si ce qu'il dit peut être intéressant parfois, il pourrait prendre sa retraite plus tôt. Il bénéficierait de l'indexation des pensions chaque année, alors que son salaire ne bouge pas. Alors faites l'étude, hein. Faites l'étude, regardez quel est le gain à travailler pour un fonctionnaire aujourd'hui qui n'aura pas d'évolution de son salaire. Alors certes, il a un peu plus de revenus pendant le temps où il continue à travailler que quand il est à la retraite. Après, il perd en base X% d'indexation année après année. Vous prenez espérance de vie, taux d'actualisation et écart de rému entre le salaire et la retraite, et vous verrez que le travail ne paye pas. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Donc le sujet, et je vais vous en d'autres questions comme ça pour élargir un peu. Question d'équité, c'est pas uniquement de regarder décile après décile, même par génération. On a à faire des dépenses de décarbonation. On a toute une génération dont je suis qui va pas arrêter de carboner la planète. Est-ce qu'il est logique de leur prendre un peu de revenus pour aider à décarboner? Peut-être quand même. Enfin, il y a des choses. Donc franchement, élargissons. Oulala, moi je trouve que vous voyez, j'en suis tout indigné de cette affaire. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ça m'indigne. Les retraités ont été complètement protégés de l'inflation importée. Ça a été le cas en 2022-2023. C'est encore le cas cette année. Et ça sera le cas cette année. Est-ce que c'est logique? Alors, franchement, en termes financiers, c'est bien plus important aujourd'hui que l'écart que le non-indexation sur la productivité. Il n'y en a pas de productivité. Non, mais d'accord. Voilà. Je sais pas. Et quant à la remise en cause, enfin bon, bref. Non, mais je m'arrête là. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis qu'il faut savoir pourquoi on le fait. Et en tout cas, depuis 30 ans, non, je pense qu'il y a des retraités qui sont, d'ailleurs, l'étude le montre, il y a des retraités qui sont pauvres, il y a des minima de pension. Donc c'est vraiment faire des retraités une espèce de catégorie générique, et je peux parler, s'il te plaît, et en disant il faut, voilà, je suis pas d'accord. Et je pense que depuis 93,
l'indexation des pensions, et c'est ce qui fait la sensibilité, ça a été une partie du contrat social très fort, implicite, noué avec les retraités, parce qu'il y a eu cette désindexation par rapport, enfin l'indexation sur l'inflation et pas la productivité. Que les conditions soient aujourd'hui différentes, c'est un fait, et donc il faut sans doute en tirer parti. Mais moi, je pense qu'il faut le regarder dans une vision large et intergénérationnelle, et aussi de contribution à l'effort, si tu veux, de redressement des finances publiques. Mais dire, ah bah tiens, l'inflation, cette année, elle fait 8, on va taper les retraités, on va les sous-indexer de 3, je pense que c'est pas la bonne méthode, parce que c'est pas comme ça qu'on peut piloter les choses. Alors, Il vous répond. oui, alors, non, puisqu'on en est à élargir encore, moi je redis une chose que j'ai déjà dite souvent, c'est, puisque vous aimez allumer ce grand réverbère de l'effet par décile, par vingtile, etc., regardez de grâce ce que donne en termes distributifs la suspension de toutes les clauses d'indexation. Parce que ne pas cibler un gain en économie politique, pourquoi cibler les retraités effectivement plus que les autres? C'est sûr que pas augmenter les médecins, ça, c'est aussi un impact redistributif. Je suis d'accord. Ne pas indexer les retraites, les allocations familiales, les barèmes d'impôt sur le revenu. Ah ben on vous a coupé le micro, vous voyez. Oui, bah oui. C'est ça. Mais oui. Voilà. Non, je trouverais ça vraiment intéressant. Je sais pas, Antoine, on l'a toujours pas fait, de regarder l'effet globalement qui doit être assez neutre sur la redistribution, de la suspension de toutes les clauses d'indexation, donc une espèce d'année blanche généralisée. Et je prends toujours l'exemple de l'Allemagne, qui était l'homme malade, qui avait des gros problèmes de déficit public, qui digérait sa réunification au début du millénaire, et qui n'a, puisqu'en Allemagne, il n'y a pas des clauses d'indexation législative, ni des retraites, ni d'autres choses, qui a juste pris aucune mesure d'indexation de rien sur les prix pendant 5 ans, et qui son déficit public et sa situation compétitive, d'ailleurs, au passage, par ce biais. Ludovic. Non, vous voyez l'aporie du en même temps. C'est-à-dire que si j'essaie de faire un en même temps, là, vous allez voir que ça a marché pendant 10 ans, ça ne marchera plus les 5 prochaines années. Là, vous l'avez en vrai. C'est-à-dire qu'on peut pas, il faut avoir une idée derrière la sous-indexation. Si vous le faites, soit parce que vous pensez que le pacte intergénérationnel est rompu et vous voulez le résoudre de cette façon-là, soit il faut trouver d'autres choses. Mais là, on touche du doigt, à mon avis, sur... maintenant que on a ouvert la boîte de Pandore sur ce sujet-là. Et donc maintenant, il va falloir de toute façon trouver une façon de faire marcher le bousin. Et moi, personnellement, je pense qu'on a trop indexé les retraites. Mais c'est parce que quand on a 20% de taux d'épargne en France, on sait qu'il y a beaucoup d'épargne concentrée chez des gens très riches, etc. Mais il y a aussi de l'épargne générationnelle qui a été accumulée et qu'aujourd'hui, on n'a plus d'analyse du bénéfice-incidence plutôt vers les autres choses. Parce qu'en fait, ce qui compterait pour les retraités, ce serait moins qu'on leur indexe leur retraite, mais qu'ils aient des hôpitaux pas loin, qu'ils aient des services publics pas loin. Donc, en fait, c'est ça le vrai sujet, quoi. Et mais là, je trouve que Jean-Luc et Sandrine sont disponibles aussi pour vos mariages, vos communions et vos bar mitzvahs. Mais on touche du doigt, à mon avis, l'irréconciliabilité d'une politique économique qui a laissé ce sujet complètement se fourvoyer depuis des années, quoi. Et donc, c'est vrai que ça sera un choix très fort sur les 12 prochains mois. Comment expliquez-vous que dans tous les débats qu'il y a sur les retraites, on ne parle finalement jamais du calcul de la retraite, la fameuse équation qui a été montrée. Il y a une sorte de tabou sur ça. On parle de l'âge, on parle des cotisations, on parle mais pas du mode de calcul. Vous trouvez? Non, vous n'êtes pas d'accord, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ah bah décidément, on ne veut pas vous entendre. Oui. Non, mais quand on a parlé de la réforme systémique, on a bien parlé de tout ça, et quand on a regardé les régimes par points, par annuité, etc., c'est bien de ça qu'on parlait. Alors peut-être de manière moins formalisée, et pas avec l'équation que nous a présentée Patrick, mais c'est bien de ça dont il s'agissait, non? Sandrine. Ce qu'il y a toujours, c'est que personne ne comprend vraiment les... Enfin voilà, c'est quand même le point numéro 1, c'est que c'est très compliqué pour les gens de
comprendre quel va être leur niveau de retraite. Donc ensuite, pour faire des choix éclairés, c'est compliqué au niveau individuel. Moi, j'aime bien... c'est vrai que je trouve que l'approche en taux d'annuité ouvre le champ. Et notamment pour aller chercher les générations passées et futures, quelque part, ou en tout cas compléter l'approche, le taux d'indexation, par la sous-indexation, par quelque chose. Donc je pense que là, ce qu'il faut regarder, c'est la combinaison des instruments qui sont proposés ici. Moi, j'aimerais bien voir quand même, parce que c'est ça qui détermine un peu le débat. On a tous notre idée sur les vieux ont été avantagés. Bon, oui. C'est vrai, on a plein d'exemples anecdotiques, mais moi je voudrais voir un peu je pense qu'il faudra l'illustrer, et vous l'avez sans doute regardé, et surtout vers quoi on va. Nous, bon, on n'est pas loin, donc ça va, mais nos enfants, voilà, qu'est-ce que ça va être quoi pour eux? Moi, c'est ça que j'aimerais voir, et je pense que ça détermine l'acceptabilité d'une réforme qu'on peut conduire aujourd'hui. Ça justifiera d'aller chercher telle génération ou telle génération. Il nous reste 5 minutes. On va quand même évidemment parler de la dernière étude qui était sur bonus-malus et de la décarbonation de l'économie. Évidemment, ciblage absolument nécessaire vu le coût qu'a eu le coût en termes de finances publiques qu'a eu cette politique. Comment on fait pour concilier aussi l'impossibilité qui a été soulignée? Moi, ce sujet du ciblage, je sais pas, c'est l'Arlésienne. Chaque truc qu'on invente, on nous dit que c'est pas possible de cibler. Je sais pas. Je suis très surpris avec toutes les données qu'on a sur tout le monde. Pourquoi on n'y arrive pas? Qu'on puisse pas cibler davantage. Moi, j'ai fait ça quand j'étais à la Banque mondiale. J'ai réussi à cibler au Sénégal, en République dominicaine. On ciblait pourtant des prestations non contributives. On ciblait des incitations. Ici, en France, on a l'impression qu'on ne le fait pas. Donc, c'est toujours une surprise pour moi. Je crois que votre étude le montre. Ça ne sert à rien c'est les riches qui en profitent. Bon, il y a un problème, quoi. C'est beaucoup d'argent pour que les riches s'achètent une vertu, vous voyez. Donc ça pose beaucoup de questions. Ce que j'ai trouvé fort dans le papier, c'est le malus. Alors moi, je savais pas que les bâtons, ça marchait autant. Voilà. Donc ça, pour le coup, c'est mon côté. Je suis pas trop masochiste, mais j'ai vu que c'est l'instrument le plus efficace parce que j'imagine il opère à la marge intensive, et donc c'est un peu votre sujet entre incidence et efficacité marginale. Je trouve que c'est vachement bien articulé dans le papier. J'avais marqué, moi, c'est toujours dans les histoires de bonus-malus écologique, ce qui m'intéresse, c'est toujours ce qu'on fait sur l'électrification. Je trouve qu'il manque toujours l'autre partie très macro-sectorielle, vu ce qu'on est en train de voir, et donc les 23 milliards d'assises annuelles et la TVA énergie. J'aimerais voir comment ça rentre dans... comment on n'aggrave pas le financement futur. Je ne sais pas si on doit faire des simulations aussi compliquées que pour les retraites sur le bonus-malus écologique, mais clairement, il y a un truc qui est de stationnarité sur le long terme du financement de tout ce qu'on veut faire sur le vert. Et donc ça, j'aurais regardé ça. Et le truc que pourrait faire l'IPP, moi, j'avoue que je m'y perds un peu. Alors, j'évite. À chaque fois, il y a toujours une nouvelle mesure, et j'en ai toujours une de retard en France. Mais si on pouvait avoir un tableau des mesures de décarbonation, quoi, avec un bénéfice-incidence, et puis, tant qu'à faire aussi sur le CO2, un beau dashboard, très data-vise, très cloud-friendly. Moi, je suis pour parce que... Et sur TikTok, oui. Aussi. Parce que j'avoue que c'est un peu le concours Lépine, le leasing social. À chaque fois, il y en a une nouvelle. Et donc, moi, ce que j'apprends dans votre papier, c'est que peu importe le flacon, ça ira toujours aux riches, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et donc là, je me dis, ça serait bien que les gens voient ce tableau croisé dynamique. Ça va pas être très compliqué, je sais pas. Où on a bénéfice d'incidence, y compris sur la planète. Et puis après, on peut en parler, parce que sinon, à chaque fois, on va avoir des nouvelles mesures très jolies. Et puis, à chaque fois, ça va être la même conclusion, je pense. Sandrine et Jean-Luc Taverny. Oui, moi j'ai trouvé l'analyse impeccable. Vraiment très bien conduite, l'appariement des données, la description, voilà, impeccable. Et pour autant, je me suis dit quand même, et pardon si je m'évade un peu, je me suis dit quand même, est-ce qu'on est vraiment sur le bon sujet de la décarbonation? Je m'explique. Bon. On est tous d'accord qu'il faut qu'on soit à la neutralité carbone en 2050 quand même, parce que sinon, je regarde les plus jeunes ici,
c'est pas un risque d'habiter une planète inhabitable, c'est une certitude. Donc, pour moi, le sujet, c'est comment on fait du Conseil de politique économique face à un risque extrême, qui est un risque existentiel, et qui n'est même pas un risque. Et donc, je me dis quand même que ces approches marginalistes, elles sont super, mais c'est quand même l'éléphant au milieu du couloir. Et donc, le sujet de la voiture, c'est que si on veut être au tout électrique en 2050, ça veut dire qu'il ne faut plus qu'il y ait d'achat de véhicules thermiques en 2050. Et donc, qu'est-ce que montre l'étude ici ? Elle montre un truc très intéressant, c'est que vous pouvez toujours mettre des malus à ce que vous voulez. Les riches continuent d'acheter des bagnoles polluantes. C'est ça le message de l'étude, en partie, un des messages. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter que les riches achètent des bagnoles polluantes ? Eh bien, on fait ce qui est en train d'être détricoté au niveau européen, on met de la norme, et on fait la sortie du véhicule thermique en 2035. Ça, c'est la mesure la plus efficace. C'est celle qui restructure l'offre et qui permet quand même d'envisager qu'on va être à un moment donné sur un sentier de décarbonation en vrai. Et donc voilà, moi j'étais frappée par la disproportionnalité des instruments. Et je me dis que voilà, à un moment donné, il va falloir y aller par des mesures qui sont quasiment des mesures d'ordre public économique. Ouais. Alors il est pas d'accord. Non, il faut que après je dirais d'autres choses, mais il faut que je décile absolument Sandrine, hein, parce que interdire les moteurs thermiques à horizon 2035, c'est pas une mesure redistributive comme tu sembles le penser. Ce sera une mesure violemment anti-redistributive et on va se casser la figure à négliger les impacts anti-redistributifs de la réglementation. C'est ce qu'on voit dans les ZFE par exemple, très typiquement. Quand on sera mort, on sent, tu vois. Il y a un moment donné où la hiérarchie des facteurs, à mon avis, doit s'imposer, et il est déjà tard. Alors, moi, j'ai aimé le papier parce que ça m'a rappelé une expérience, une anecdote. Alors, en 2008, j'étais déjà dans le circuit, donc on a fait le bonus-malus. Et alors, ce bonus-malus était équilibré ex ante. Et moi, je disais, mais c'est très bien qu'il soit équilibré ex ante, mais il va y être déficitaire ex post. Et les gens qui l'ont fait ne comprenaient rien à ce que je disais. Hein. Vraiment rien. Et donc, il a été déficitaire ex post. Après, je leur ai dit, mais peut-être à ce moment-là qu'on pourrait peut-être apprendre de nos erreurs et l'imaginer, de le rendre excédentaire, de le designer excédentaire ex ante. Et non, mais j'ai du mal, hein, vraiment, avec ça. Donc, j'ai bien aimé le papier pour ça. Je trouve très intéressant cette idée de bosser en termes de bien-être et donc d'introduire cette option-là, le surplus lié au choix, là. Je sais pas comment l'appeler exactement. Enfin bon, bref, ça c'est bien. Je suis un peu orphelin des paramètres du modèle. C'est-à-dire, en fait, votre modèle, il n'est pas dans le papier. Je ne sais pas quel paramètre d'intérêt que vous estimez. Et donc, si c'est simplement que c'est une élasticité et que la même somme forfaitaire va être moins de % de coût, et donc que du coup les riches réduisent moins leurs effets, ok, mais ça pouvait se prévoir très simplement. Mais surtout, moi je ne suis toujours pas bien au clair sur l'intérêt de cet instrument-là, bonus-malus sur l'achat des bagnoles, par rapport à la fiscalité de l'énergie hydrocarbures versus électricité. Et je ne sais pas pourquoi on a besoin de ce deuxième instrument, si c'est une question de trésorerie, si c'est une question que l'instrument est par nature transitoire et donne un signal donc pour précipiter des décisions d'achat. Auquel cas, il ne faut pas alors que la fiscalité, c'est quelque chose de pérenne et que l'intérêt du bonus-malus, c'est qu'il soit transitoire et donc qu'il précipite des décisions. Mais donc, je suis orphelin de quelques petits sujets. Voilà, ça vous donne des idées. Je pense que ça marche mieux dans les autres pays parce que justement, il n'est pas transitoire, tu vois. C'est-à-dire que c'est quand tu le rends permanent que tu crées une visibilité et que l'incitation marche encore mieux. Et donc, c'est un peu ça qui ne marche pas avec notre bonus-malus, c'est que tu le changes tous les ans et tu le dilues dans d'autres mesures. Et il me semble que dans le calcul, le différentiel de taxation énergétique, pour l'instant, n'est pas suffisant pour déclencher la décision face au différentiel de prix actuel entre le thermique et l'électrique. Donc ça vient combler finalement le bout manquant de l'équation, je crois que j'ai vu dans votre papier. Après, oui, si on augmente il faudrait augmenter davantage les taxes sur les produits pétroliers, sans doute. Alors, on va passer à la séance des questions-réponses, à la fois aux auteurs des études, mais aussi à nos débatteurs. Un micro est en train de sillonner la salle. Levez la main, présentez-vous et posez toutes les questions
Les questions, parce que si c'est nous qui devons répondre, vous allez être. Ouais, c'est clair. Non, mais les auteurs peuvent répondre, il n'y a pas de souci. Hein. Ah non, mais c'est... Bonjour, je me représente Nina Stizy, doctorante au CREST. J'avais justement une question sur la dernière partie qui a été abordée sur les bonus-malus. Donc je travaille sur tout ce qui est pouvoir de marché, innovation, etc. On se rend compte quand même que si on ne fait pas de bonus-malus, ça veut dire qu'on doit plutôt faire des subventions aux entreprises pour qu'ils baissent leurs prix pour compenser le différentiel technologique. En Europe, ça veut aussi dire qu'on est prêt à sacrifier une partie de la souveraineté nationale. Et pour cela, on va juste citer Volkswagen et ça va clore le débat normalement. Et on se fait dépasser par les États-Unis et la Chine. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on subventionne plutôt les entreprises pour qu'il y ait un développement futur ou est-ce qu'on subventionne la demande pour qu'il y ait une transition urgente? Très bonne question. Les auteurs de le titre. Alors, merci pour la question. Peut-être une manière de répondre, ce serait de dire qu'il va falloir éliciter les préférences sociales sur la souveraineté économique pour pouvoir les intégrer dans l'indicateur d'efficacité de la dépense publique qu'on a proposé. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, si on prend en compte que l'externalité CO2 ou d'autres externalités environnementales, l'origine des véhicules électriques n'importe peu pour le bien-être social qui résulte du fait de faire transitionner l'achat d'un véhicule thermique vers un véhicule électrique. Si on se dit qu'on a d'autres critères et d'autres choses qui rentrent dans notre bien-être social, comme le fait que les véhicules soient produits quelque part, par exemple en France, alors on doit se donner un poids sur cette préférence. Et une fois qu'on s'est donné ce poids sur cette préférence, on peut tout à fait l'intégrer dans la mesure qu'on se donne pour décider s'il faut faire le bonus-malus ou pas, et arriver peut-être à d'autres conclusions que celles auxquelles on est arrivé. Alors c'est pas tout à fait la même chose que de dire que on peut vouloir s'intéresser au contenu carbone plus complet des véhicules, et là arriver à des conclusions sur protéger certains marchés par rapport à d'autres qui sont potentiellement plus émetteurs à la production. Et donc là je fais référence à une étude qui a été faite par un de nos co-auteurs, Clément et ses co-auteurs à lui, sur l'introduction une taxe aux frontières, entre guillemets, qui ne dit pas son nom, avec une éligibilité au bonus qui dépend un petit peu des émissions CO2 qui sont embedded, qui sont liées à la production des véhicules. Alors je ne sais pas si c'est très clair, c'est peut-être pas complètement satisfaisant, mais je pense qu'il manque un paramètre dans ce que vous suggérez. Ouais, la politique oui, alors le CBAM il porte que sur 6 secteurs qui sont très amont pour l'instant. Il porte pas sur les véhicules. Porte davantage sur des matières premières qui interviennent très en amont de la chaîne de valeur. Donc oui, on pourrait le mettre sur le CBAM, mais on se retrouve avec un autre problème qui est de mesurer à nouveau le contenu CO2 des voitures qui rentrent sur le marché européen. C'est d'ailleurs le sujet. C'est-à-dire que le sujet, c'est que les constructeurs ont bien négocié des crédits CBAM. Quoi. Donc il y a toute une série de secteurs plutôt downstream qui sont bas dans le CBAM. Mais la question qu'on pose, c'est la question emploi contre inflation. C'est toujours la même. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut garder les emplois? Est-ce que les gens se rendent compte qu'il y a des emplois en jeu? Et est-ce qu'ils sont prêts à payer plus pour l'emploi d'un autre? La réponse est non. Ça, on le sait malheureusement. Après, si tu leur expliques un peu plus qu'à force de détruire tous les emplois dans la communauté, il y aura plus de retraite. C'est un peu, et c'est là où les travaux de Stancheva le montrent assez bien. C'est-à-dire que quand on commence à éduquer les gens sur les effets redistributifs de ces politiques de carbone, on voit un petit peu plus de choses. C'est-à-dire les gens s'éduquent et se disent ah oui c'est vrai, je serais prêt à payer un petit peu plus. Mais c'est à court terme. Mais sinon, je pense que et pour répondre à la question, je pense qu'il faut subventionner la demande. C'était le truc un peu bien fait. Si c'est bien fait. Moi, j'y crois vraiment. Et avant le gros retour de bâton, là, je trouvais qu'ils y étaient presque, les constructeurs. On était vraiment... Alors, bien sûr, tu as l'avènement technologique qui est jamais très linéaire. Et donc, boum, BYD et tout ça, OK. Mais moi, je trouve qu'on avait vraiment fait tellement du chemin. Et donc, là, on laisse tomber un peu presque le dernier kilomètre, quoi. Et ça, je trouve ça hyper dommage. Parce qu'on avait vraiment des choses pas mal. Mais bon, voilà. Une autre question. Tout en haut.
Il est allumé, oui. Bonjour, moi je voulais revenir plutôt sur la partie sur la fiscalité, sur les mesures du PLF, enfin de la loi de finances maintenant. Il y a toute une partie sur la CDHR dans l'étude, et ce qu'on en conclut, c'est que le rendement est hyper incertain. Et moi je me demandais en prospection, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut la changer ? Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas grave si le rendement est complètement incertain ? Qu'est-ce qu'on fait d'un impôt comme ça qui n'a pas de sens, en tout cas en termes de rendement, ou en tout cas un sens qui, moi, m'est un petit peu hermétique. Voilà, merci. Merci pour la question. Oui, donc il y a plusieurs choses. La première, c'est que ce rendement... Donc, il était très difficile à prévoir avant, mais encore une fois, ce qui va être relativement important, c'est de penser que potentiellement, si jamais on le laisse pendant plusieurs années, son montant va progressivement réaugmenter. L'année dernière, c'était une année un peu particulière, justement parce qu'on le voyait comme une mesure potentiellement ponctuelle. Là, pour l'instant, la mesure est annoncée jusqu'à ce que le déficit passe en dessous de 3%, donc on a encore a priori pour quelques années. Et la vignette. Voilà. Et donc, ce rendement va potentiellement pouvoir réaugmenter un peu. En 2025, il y avait également la possibilité d'anticiper une partie des plus-values ou des dividendes en 2024. Donc, c'est un facteur supplémentaire. On peut s'attendre à ce qu'en 2026, ça augmente un peu. Et pour continuer, on ne saura vraiment quels ont été donc, les effets totaux sur les finances publiques que lorsqu'on aura vraiment les déclarations de revenus 2025, de voir qu'est-ce qui a bougé, quels ont été les mécanismes qui ont été utilisés. Et donc, voilà, certains mécanismes sont plus coûteux pour les finances publiques que d'autres, et potentiellement, dès 2025, potentiellement, ces 400 millions ont pu être vraiment atteints, et donc ne représentent quand même pas rien comme rendement supplémentaire. Mais enfin, moi je trouve l'enseignement, c'est quand même que, on le sait, hein, avec les réformes de fiscalité du capital qu'il y a eu dans un sens, dans un autre, c'est l'extrême volatilité, l'hypersensibilité de la distribution, de la décision de distribuer les revenus aux considérations fiscales, versus les capitaliser, les retarder, et ça, à chaque expérience, on est stupéfait par ça quand même. Voilà. Et au passage, quand même, parce que ça me rappelait des discussions que je pouvais avoir en tant que directeur de publication à l'INSEE, cette mesure exceptionnelle, si elle est reproduite chaque année, vous allez dire chaque année, on a une mesure qui taxe les riches, alors que ce sera la reconduction de la mesure exceptionnelle de l'année précédente. Faites gaffe quand même. Hein. Il y a quand même une différence assez importante, c'est que cette mesure est donc uniquement sur certains des foyers très aisés, c'est ceux qui ont principalement donc des revenus au PFU. Il y a plein d'autres foyers fiscaux qui sont dans la même zone et qui touchent principalement des salaires, donc qui eux ne sont pas du tout soumis à la CDHR. Il a fallu faire beaucoup plus pour avoir sur les salaires, quoi. Oui. Avoir la même chose. Ça voudrait dire faire un taux à 50-55%. Mais c'est ça, donc c'est 55, tu sais à peu près ce serait le taux. Non, alors le taux marginal maximum, c'est 45% plus les 4% de CDHR, donc 49%. En taux moyen, on peut peut-être avoir quelque chose d'un peu plus faible qui aurait les mêmes effets. Mais là, si on mettait un taux minimal d'imposition à 45%, ces personnes au PFU, pour le coup, elles auraient un doublement de leur fiscalité à l'impôt sur le revenu. Donc là, ça aurait été bien plus important. Une dernière question ? Aucun regret ? Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Merci à tous les auteurs. Et je laisse le micro pour le dernier mot de la fin à Antoine. Alors, ne vous inquiétez pas, le cocktail vous attend. Je voudrais juste remercier nos panélistes vraiment beaucoup et remercier aussi la directrice du groupe NSA-NSAI, Catherine Gaudy, et le directeur de PSE, Jean-Olivier Hérault, pour soutenir l'Institut des politiques publiques. Merci à toutes et à tous d'être venus et je vous invite à prendre un verre pour continuer la discussion. C'est sur la terrasse du premier, juste au-dessus. Merci beaucoup.